merci. Eh bien, maintenant, nous allons accueillir, et vous pouvez les applaudir très fort, donc le mixeur du film et son état à l'honneur, Kevin Straliati et Cyril Holtz. Applaudissez-les pour les encourager pour qu'ils puissent venir. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Kevin, on a une petite marque, une marquette là. Voilà. Bonjour, bonjour. Je vous en prie. Donc merci. Est-ce que ça vous a plu, ce film ? Oui. Ah, très bien. Merci beaucoup. Cyril et Kevin, vous êtes respectivement le mixeur et l'étalonneur du film. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous expliquer ce que signifient ces mots ? Vas-y, Cyril. Mixeur, c'est l'un des rôles de la chaîne du son. Et je suis la personne qui vient en dernier au son dans un film. Et mon métier, c'est d'équilibrer tous les sons ensemble. Le préalable à ça, c'est que vous sachiez que dans un film, tous les sons ne sont pas enregistrés pendant le tournage. C'est-à-dire que l'ingénieur du son, il enregistre les dialogues. Et sur des films comme ça, c'est à peu près tout et c'est déjà beaucoup. Et donc, il y a un autre rôle après ça qui est le monteur son qui va, en gros, ajouter tous les sons que vous entendez dans la bande-son finale du film. Et mon métier, c'est de hiérarchiser, d'orchestrer un peu tous ces sons. Donc concrètement, c'est un métier d'équilibre. Mais aussi, évidemment, le plus important, c'est d'aller dans le sens de la mise en scène et de vous donner des émotions, des sensations, des sentiments, parfois à votre insu. Voilà, c'est ça mon métier. L'équilibriste du son. Et Kevin, est-ce que toi, tu es l'équilibriste de l'image ? Un petit peu, finalement. Je pense qu'on se retrouve aux mêmes endroits de la post-production avec Cyril, c'est-à-dire ce sont des étapes de fin, même si, alors l'étalonnage, il y a un mot qui existe aussi qui est coloriste. Ça explique peut-être un peu plus ce qu'on fait sur l'image, finalement. On intervient, nous, aussi au début de la chaîne d'un film, même avant le tournage, parfois, pour créer l'ambiance visuelle du film, enfin, approcher l'ambiance visuelle finale du film. C'est ce qu'on appelle créer un look. Et on intervient en toute fin de film pour équilibrer, un peu à la manière de Cyril, équilibrer et aussi rentrer dans le sens de la narration par les couleurs, le contraste, des zones de lumière qu'on va pouvoir ajouter au film. Et on va travailler plan par plan comme ça pour équilibrer l'image au final. Alors la première question que je voulais vous poser, et on a fait un petit sondage tout à l'heure, et la plupart des gens ici ont vu le premier volet également, c'est comment on fait pour travailler sur finalement deux films. Est-ce que vous avez travaillé sur les deux films l'un après l'autre, à la fois ? À quel moment vous êtes intervenu dans chacun des films ? Comment ça s'est passé ? Et puis, comment on crée finalement une cohérence entre ces deux œuvres ? Et quelle évolution vous avez cherché à apporter ? Kevin, peut-être d'abord ? Ouais. Oui, alors moi j'ai travaillé sur les deux films un peu de manière concomitante, même si on a commencé par le 1, terminé par le 2. Il y a eu une zone un petit peu intermédiaire, très intéressante au final, où on a travaillé avec les deux films en parallèle. Ce qui a permis parfois d'approcher des décors, ou au contraire de les éloigner d'un film à un autre, parce qu'on trouve quelque chose dans le deuxième film qu'on rapplique au premier, ou au contraire on se dit tiens, ce décor il est peut-être un peu trop similaire au film 1, et dans ce cas-là on va apporter des petites touches de différence pour aller dans un sens narratif un petit peu différent. Et je ne me rappelle plus la suite de la question, mais voilà. Et est-ce que vous avez cherché comment vous avez articulé les deux films l'un avec l'autre ? Pour ce film, en tout cas, il y a un seul look qui a été choisi. On n'a pas voulu évoluer spécialement dans un sens ou dans un autre pendant le film, donc on a voulu une unité plutôt de couleurs entre les deux films. Le travail a été fait du coup plutôt pendant le premier film de chercher ce look, de trouver la nature de l'image. Finalement, le parti pris, c'est plutôt de conjuguer l'image du film au présent, d'avoir une image assez claire, contraste, avec des couleurs, beaucoup de choses de présent, parce que l'époque est jouée par les décors, par les costumes, par tout ce qui est raconté dans le film, et on voulait essayer de vous mettre plutôt dans leur présent, plutôt que de vous faire regarder le film comme un objet du passé. Et Cyril, est-ce qu'il y a une réflexion pour côté son sur l'articulation entre ces deux films ? Oui, mais contrairement à Kevin, on a travaillé vraiment l'un après l'autre. Vas-y, continue. Ouais. Et donc, déjà, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses à prévoir. Et puis, vous l'avez sans doute perçu, il y a quand même des grandes différences entre les deux films, même s'il y a les mêmes personnages, pour certains en tout cas. Donc, le mixage, c'est éminemment chronologique. Et chaque film est un monde en soi, chaque séquence est un monde en soi. Donc évidemment, on cherche une cohérence, on cherche
à vraiment rester sur le fil de la narration. Mais malgré tout, la meilleure façon de le faire, en tout cas en son, c'est de voguer au fil de l'eau et d'avancer au fur et à mesure que le film avance. Donc nous, on a une démarche très... un pas après l'autre, en fait. Et évidemment, on se fait quand même... on essaye de maintenir une cohérence, une pertinence dans les choix du son intégré à la mise en scène. Mais voilà, après, il y a les théories, et on fait quand même des métiers extrêmement pratiques, c'est-à-dire que le film... Parfois, il échappe à tout le monde, y compris au réalisateur, et c'est bien, parce que c'est comme ça que des idées nouvelles naissent. Donc, on accompagne et on prend en main le film autant qu'il nous prend en main, qu'il se refuse parfois à nos propres volontés ou aux théories qu'on pouvait en faire au départ. Pour ce qui est du son, il y a quelque chose qui est très remarquable, c'est qu'il y a beaucoup de musique dans le film, et il y a beaucoup de moments où les dialogues sont la musique et les dialogues sont en même temps. Comment se font les discussions avec le réalisateur Antonin Baudry pour trouver cet équilibre et donc l'émotion de galvanisation, galvanisante Antonin, il aime la musique, vous l'avez perçu. Donc ça passe évidemment par essayer d'aller dans le sens de ses choix de mise en scène, et la mise en scène de la musique en fait vraiment partie. Et parfois donc c'est d'essayer d'aller dans son sens, et parfois c'est d'essayer de le modérer un peu. Mais oui, c'est aussi ça qui est passionnant dans nos métiers, c'est que c'est un vrai dialogue avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire d'aller dans le même sens parfois, de temps en temps entre guillemets de s'opposer, d'essayer de proposer des choses qui vont un peu à l'encontre de ce qu'ils pensaient au départ. Mais oui, il y a beaucoup de musique dans ces films, et effectivement, c'est l'un des gros enjeux du mixage. D'ailleurs, c'est les premières choses qu'on entend des gens quand ils ne sont pas à l'aise avec le son d'un film, c'est qu'ils ne perçoivent pas les dialogues, que c'est inintelligible. Alors il y a plein de raisons parfois à ça, mais évidemment cet enjeu d'équilibre entre la musique et les dialogues dans un film comme ça, c'est absolument vital, quoi. Et tu disais tout à l'heure que finalement à la prise de son c'était beaucoup les dialogues. Au son, c'est une équipe, en fait, finalement. Donc, à la prise de son, c'était Lucien Balibar. Et il y a aussi un sound designer qui était avec vous. Alors, déjà, il y a eu un autre ingénieur du son au départ, Nicolas Quentin. Donc, ils ont été deux sur les deux films, mais c'est effectivement Lucien Balibar qui a fait la plus grosse partie. Et oui, et d'ailleurs, quand tu parlais de cohérence, je pense que c'est aussi beaucoup lié à ça, c'est que c'est la même équipe. Et donc que la même équipe permet d'assurer un fil narratif et de fabrication aussi, et d'empreinte du son commune aux deux films. Alors, un sound designer, c'est un mot un peu particulier, qui est très usité dans les pays anglo-saxons, où il y a vraiment une personne au son on va dire, qui chapeaute ce dont je vous parlais tout à l'heure, l'équipe de montage son. En France, c'est un peu différent. On n'a pas à proprement dit de sound designer, même s'ils font le même travail, mais on a ce qu'on appelle des monteurs son. Et là, c'était une équipe de monteurs son, de plusieurs monteurs son et aussi de monteurs dialogue. Donc il y avait Pascal Villard, Émeric de Volder, toute une équipe, Katia Boutin pour les dialogues, Hortense Bailly, enfin, il y a vraiment une grosse équipe au son, et chacun a sa spécialité, mais on va dire que le monteur son essaye de gérer un peu tout ça. D'orchestrer. Et est-ce que c'est vrai qu'à la prise de son, il cachait des micros un peu partout, des mini-micros dans les portes, dans les roues des chars, dans les tubes des mitraillettes, pour avoir des sons particuliers ? Oui, bien sûr, il y a plein d'expérimentations qui sont faites, et ça fait partie de la joie de ce travail, c'est de découvrir des nouvelles choses, des nouveaux outils, comment transformer un son, c'est-à-dire en partant, vous connaissez tous les sons d'animaux qu'on transforme en explosion, il y en a eu là beaucoup, il y a plein de petites recettes de cuisine, le son c'est vraiment de la cuisine, hein, avec plein d'ingrédients, donc oui, et les micros par exemple, c'est peut-être moins impressionnant, mais c'est quand même un vrai challenge d'arriver à percevoir les voix
dans les réunions chez Churchill, etc. Et je sais que Lucien planquait des petits micros vraiment sur la table, à côté des documents pour qu'on ne les voit pas, etc. Ouais, c'est pour arriver à récupérer chaque petit son. Et puis surtout, c'est vrai que toutes ces discussions-là, on distingue bien qui est qui, on perd jamais les personnages. Et donc on perçoit là qu'il y a quand même une équipe très nombreuse, finalement, une grande chaîne pour le son. Pour l'image, est-ce que c'est un peu pareil finalement? Quels sont tes interlocuteurs? Alors, interlocuteurs principaux, évidemment, chef opérateur ou chef opératrice, le cas échéant, et réalisateur. C'est-à-dire qu'on se retrouve souvent une équipe de 3 comme ça. Parfois, l'équipe de montage est présente aussi, parce qu'il y a des intentions narratives derrière notre travail. Je pense que Cyril et moi, on est très attachés à ce que la narration passe en premier dans notre travail. C'est pas forcément l'esthétique en premier, en tout cas. C'est au service de l'histoire. Et c'est vrai qu'on se retrouve souvent avec chef opérateur et réalisateur dans la salle de montage, d'étalonnage. Alors, il y a déjà une question. Eh bien, allez-y. Merci beaucoup. Il y avait 2 directeurs de la photo sur le film. Donc, comment vous, en tant qu'étalonneur, avez-vous travaillé avec les 2 directeurs de la photo? Sur ce projet, c'est un tout petit peu particulier. Je suis arrivé un peu tard sur le projet. Je n'étais pas présent dès le tournage. J'ai été mis sur le projet par le film annonce que j'ai étalonné, qui a beaucoup plu au réalisateur, qui m'a dit « je voudrais vraiment travailler avec toi sur la suite du projet ». Et donc j'ai travaillé uniquement avec le second chef opérateur, Giora, qui a été présent durant toute la post-production des 2 films. Moi, j'ai une mini-question qui est un peu technique. C'est qu'en fait, là, on parle de l'étalonnage, mais en fait, il y en a plusieurs, des étalonnages dans un film? Il y en a plusieurs, surtout sur un film de cette ampleur où on va devoir s'adapter à la technologie de diffusion. Donc là, vous avez vu l'étalonnage cinéma, bien sûr. Et après, on va pouvoir décliner tout un ensemble de versions télévision où on a un terrain de jeu un tout petit peu plus restreint en termes de couleurs, mais aussi de technologies nouvelles comme le HDR, voire le Dolby Cinema pour ce film qui existe aussi. Donc on va devoir décliner, adapter, utiliser les outils ou restreindre nos volontés quand parfois l'outil n'est pas assez grand pour les contenir. Et ce film aura en tout peut-être 6 ou 7 versions d'images différentes. À chaque fois, la couleur va être légèrement différente en fonction du support, de l'envoi où on le verra. Oui, ce qu'on appelle l'espace colorimétrique. Et plus l'espace colorimétrique est grand, plus on va avoir de possibilités de l'exploiter, évidemment, d'avoir des nuances de couleurs. Le plus restreint étant celui de la télévision standard, telle qu'on l'entend, les chaînes de télévision, qui ne permet pas de rentrer tout ce que contient l'espace couleur du cinéma. Donc on va devoir faire des choix pour pouvoir faire rentrer le signal dans ce nouveau contenant. Est-ce que vous aviez déjà travaillé avec Antonin, l'un comme l'autre? C'était la première fois? C'est la première fois, oui. Ben moi, comme je le disais tout à l'heure, cette découverte s'est faite pendant le film annonce, où du coup, l'étalonnage, c'est aussi ça, c'est construire un dictionnaire commun, je trouve. C'est trouver, on n'a pas énormément de mots pour décrire un sentiment qu'on a envie de mettre sur une empreinte esthétique. Donc c'est aussi construire un ensemble de mots, de phrases, de choses quand on a un besoin sur un plan. Dans ce film, il y a beaucoup eu la phrase, par exemple, asseoir un plan. Donc asseoir, j'avais compris que pour Antonin, c'était prendre la courbe des basses lumières, légèrement l'aplatir pour avoir quelque chose d'un peu plus posé sur le sol. Donc voilà, toute cette relation s'est faite au moment du film annonce. On a commencé à construire ce dictionnaire et il s'enrichit au fur et à mesure des jours d'étalonnage pour pouvoir aller de plus en plus droit au but sur les plans et sur l'intention qu'on y met. Et toi, Cyril, comment s'est passée ta première rencontre avec Antonin Baudry, finalement? Comment vous avez tissé le vocabulaire pour créer le son du film? En fait, avec Antonin, on avait eu un premier rendez-vous manqué sur le Chant du Loup, parce que je devais le faire et pour maintes raisons, ça n'a pas pu se faire. Donc, on s'était un peu tacitement donné rendez-vous sur le prochain et on a tous les 2 tenu parole. Donc, on s'est connus comme ça. On se connaissait déjà, mais juste par un rendez-vous. Voilà. On s'était parlé plusieurs fois, mais on avait bien accroché. Donc voilà. Et pour aborder, enfin, vraiment, je le redis, et c'est pas très. Du coup, c'est pas très reluisant, mais c'est vraiment. On fait des métiers très empiriques. Donc, évidemment, on s'est parlé avant. On a essayé d'aborder tous les goûts d'Antonin
à travers des mots simples. Hein. Il ne s'agit pas, encore une fois, d'élaborer des trucs de fou. Mais, et c'est au fur et à mesure, après, qu'on trouve un langage commun. Et souvent, le langage le plus évident, c'est le langage le plus simple. Par exemple, moi je préfère nettement qu'un réalisateur s'exprime même par onomatopée, comme on fait tous. Là, le boom, il faut qu'il soit plus fort, moins fort. Là, le i, là, voilà. C'est vraiment une façon simple de s'exprimer, mais à travers ça passe une infinité de sous-entendus sonores. Et finalement, c'est comme ça qu'on arrive au fur et à mesure à tisser une relation et à avoir le même langage. Après, évidemment, on peut parler de choses beaucoup plus profondes et de manière beaucoup plus détaillée, mais voilà. En tout cas, pas de simplement. Ouais. Est-ce qu'il y a une scène ou une séquence dans le film qui vous a posé une difficulté particulière, qui était un peu challengeante ? Je pense qu'on doit avoir la même un peu tous les deux dans ce second film. En tout cas, c'est la bataille de Xarguilan, évidemment. Ce qui est, j'espère, difficilement visible à l'image, c'est que cette scène qui dure, je crois, 7 minutes, quelque chose comme 7 minutes, a été tournée sur 3 jours, et du matin au soir, donc avec des lumières très changeantes, et avec 3 météos différentes. Donc le métier de l'étalonnage, c'est aussi ça, c'est réussir à lisser un tout petit peu les changements de lumière. Et sur cette bataille, ça a été un enjeu. Je crois qu'il y a environ 300 plans, ça dure 6 minutes, il y a 3 météos et plein d'heures de lumière différentes. Donc voilà, ça c'est celle qui m'a posé le plus de problèmes personnellement en tout cas. Et pour toi ? Ouais, probablement, parce que c'est évidemment très dense, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que donc mécaniquement, c'est difficile à mettre en place, parce qu'il y a tellement d'éléments, il y a tellement de choses aussi à faire comprendre, même dans une bataille, d'où viennent les avions, est-ce que c'est des avions anglais, est-ce que c'est des avions allemands, ça passe par la parole évidemment, mais par plein d'autres choses. Donc il y a plein de choses à faire comprendre et c'est compliqué, mais ça c'est l'aspect mécanique. Il y a autre chose, il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, l'émotion. Et ça passe par des différences de traitement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va jouer la bataille full blast, comme on dit, vraiment très forte, etc. À d'autres moments, plus du tout, c'est-à-dire que ça va être très, très assourdi et c'est la musique qui va l'emporter. Donc il y a plein de différentes couleurs. De sonorité et de traitement des séquences. Et c'est ça qui est compliqué à mettre en place parce qu'il faut que ça se prête, encore une fois, à la narration, à la volonté du réalisateur. Et il faut qu'on ne soit pas lassé, quoi. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Oui ? Oui, alors une petite question. Moi, j'étais un peu perdu au niveau de la chronologie parce qu'en fait, disons qu'il y a les 2 films. On a l'impression qu'il y a des recoupements. Alors, ma première question, les 2 films, ils ont été plus ou moins tournés en même temps ou c'est l'un après les autres ? Parce qu'en termes de calendrier, on a l'impression qu'il y a un recoupement. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'images de synthèse là, au niveau des batailles, là, des avions Et puis alors, autrement, j'ai une deuxième remarque là. En fait, moi, je vois beaucoup de films classiques, c'est des films anciens qui sont remasterisés. Et là, récemment, j'étais un peu interloqué, j'ai revu le cuirassé Potiomkin. Mais alors, la musique, c'est complètement farfelu, parce que finalement, on prend un vieux film en remixant à la fois les images et les sons. On peut faire un film complètement différent parce que le cuirassé Potiomkin, en fait, ils ont pris un groupe anglo-saxon ultramoderne. Donc en fait, c'est très bizarre, quoi, parce qu'en fait, on peut changer complètement un film avec. Alors pour répondre à la question, déjà les 2 films ont été tournés en même temps. Il y a eu une pause, mais en tout cas il n'y a pas eu un film tourné puis l'autre film. Tout ça certainement pour économiser des décors aussi, parce que forcément on ne va pas vouloir revenir sur un décor 6 mois après, reloué, etc. On va tourner plusieurs séquences du même décor en même temps. Donc c'est ce qu'on appelle un film cross-bordé, c'est-à-dire que les 2 films ont été tournés pas forcément de manière chronologique. Concernant les images de synthèse, alors il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de vrais tanks quand même dans les batailles. Il y a eu des ajouts évidemment, mais il y a quand même des vrais tanks. Les avions sont évidemment faux. Alors on ne parle pas, attention, je pense que j'ai beaucoup entendu dire ça, c'est pas de l'intelligence artificielle, loin de là, ce sont des effets spéciaux tels qu'on les faisait et qu'on continue de les faire aujourd'hui par image 3D ou parfois par d'autres dispositifs. Ça, je ne suis pas
le plus grand spécialiste, Pierre Buffin, qui est le superviseur des effets spéciaux, aurait pu en parler mieux que moi. Voilà. Et pour la remasterisation du son, je te laisse parler, je n'ai pas d'avis particulier sur ça. Alors, il n'y a qu'une seule fausse archive, vraie fausse archive en l'occurrence, mais qui a été jouée de manière assez franche, ouais, je pense, parce que c'est Churchill qui est bien sûr l'acteur. Toutes les autres images sont des vraies images d'archives qui, pour certaines, ont été colorisées. Pour d'autres, notamment les images de la Libération, sont restées noires et blancs pour conserver l'aspect plus brut de ces images. Mais toutes les images d'archives sont vraies, excepté celle où il y a Churchill dedans. Et sur le son des images d'archives, est-ce qu'il y a un traitement particulier pour les rendre finalement plus modernes, qu'elles soient plus adaptées à une oreille contemporaine ? Non, il y avait aussi pas mal de voix d'archives. C'est très différent parce que c'est des vrais documents, donc il n'y a pas d'intention de fiction. Mais non, on s'est contenté de les nettoyer, entre guillemets, de les restaurer le mieux possible pour que justement les voix soient intelligibles, un peu moins sales, mais pas toujours. C'est-à-dire qu'on aimait bien ce côté vraiment d'époque. Donc là encore, il s'agissait de trouver le bon équilibre selon les archives qui étaient diffusées. Mais il y a aussi, pareil, des voix qui ont été refaites par des comédiens en s'inspirant de la tonalité, de la façon de porter la voix des commentateurs de l'époque. Voilà. Et concernant votre question par rapport à la remasterisation, il y a toute une palette. Et après, c'est une histoire de goût, d'où l'importance d'avoir un metteur en scène quand c'est possible. Là, en l'occurrence, c'est plus possible. Mais c'est vrai que c'est notre diapason, c'est lui qu'on suit en tant que technicien. Donc, s'il n'y a plus personne, justement, enfin, il y a souvent quelqu'un, il y a des donneurs d'ordre, des gens qui vont dire le son, la musique, on va la faire comme ça. Après, ça peut être... Il faut considérer ça plutôt comme une œuvre à part, mais effectivement, le respect de l'originalité de l'œuvre, etc., est une grande question. Et moi, je serais plutôt de votre avis. Chaque fois que je vois un film, pourtant, je suis quelqu'un de contemporain, j'ai les outils et on fait des bandes-son contemporaines, mais ça me choque toujours quand je vois un son qui sort de l'image, en fait. On pourrait dire, là, il y a une vraie discordance entre les deux, et je suis d'accord avec vous, mais voilà. Oui, alors déjà, le film est énorme. Merci beaucoup, bravo pour votre travail et merci d'être là pour nous partager. Ma question est pour Monsieur Holtz. Est-ce qu'il y a eu des dialogues qui ont été réenregistrés sur ce film ? Avec un peu de post-synchronisation. Beaucoup. beaucoup, ouais. Alors, évidemment, pour des raisons très pratiques, par exemple, évidemment, dans les scènes très denses, où il y a beaucoup, c'est pas des effets spéciaux, mais de machinerie sur les tournages qui produisent beaucoup de nuisances, et ben là, on est obligé de réenregistrer parce que c'est trop difficile de nettoyer des nuisances trop importantes. Donc ça, c'est des raisons purement techniques, mais il y a aussi des raisons d'interprétation parfois, où on change, où on rajoute des dialogues pour comprendre d'autres choses, des choses de manière plus pertinente. Enfin, il y a plein de raisons pour faire ce qu'on appelle de la post-synchro. Mais oui, sur ce film, il y en a eu beaucoup. Est-ce que la voix de Simon Abkarian a été retraitée pour ressembler à celle de De Gaulle ? Tout vient de l'acteur. D'accord. Il n'y a eu aucun retraitement pour... Il y a eu une séquence très émouvante où on a fait, avant même le tournage du film, avec Antonin Baudry, le réalisateur, et Simon, une séance en audit d'enregistrement justement de post-synchro pour essayer d'une part, nous, de faire des essais de traitement de voix radio, parce qu'on savait qu'on aurait à le faire, et donc pour approcher au mieux des voix radiodiffusées de l'époque, mais aussi implicitement pour permettre à Simon Abkarian de trouver une façon de placer sa voix. Et Antonin, et je suis assez d'accord, c'était assez émouvant, dit que c'est à ce moment-là que Simon a trouvé sa voix de De Gaulle. Et j'étais là, et c'est vrai que c'était particulièrement à la fois impressionnant et émouvant. Mais sinon,
On n'a rien fait sur sa voix d'exceptionnel. C'est vraiment sa voix. Une dernière question. Bonjour, j'ai beaucoup aimé le film, merci. Et je me demandais, on parle beaucoup que c'est justement un film avec une échelle très grande et avec un poids historique assez lourd. Et dans le côté esthétique de l'image, je me demande si vous avez arrivé à cette esthétique à travers un travail créatif avec votre équipe, ou est-ce qu'il y a des archives ou un appui concret, historique qui vous a marqué ou guidé, ou comment est-ce que vous avez décidé finalement l'esthétique du film? Alors non, finalement, je pense qu'on a pris le parti pris un peu opposé, c'est-à-dire de s'éloigner de ce qu'on connaissait des archives, de ce qu'on imagine d'un film qu'on aurait pu dire d'époque ou quelque chose comme ça, pour approcher une sensation du présent. Ce qui est le travail qui est remarquable selon moi pour le film et qui a beaucoup guidé, finalement nous a guidé sur cette palette de couleurs, cette palette de contrastes, c'est ce qui a été fait au décor et au costume. Ils ont fait un travail qui est absolument remarquable et finalement le choix était de rester juste sur certaines tonalités, notamment celle des costumes, etc. et d'apporter un peu plus d'emphase narrative ou sur des choses comme ça, sur le ciel, sur des couleurs un peu différentes, etc. Mais on s'est mis plutôt dans un aspect film du présent. Donc les archives, finalement, elles tombent à point nommé dans le film quand elles sont des archives colorisées ou en noir et blanc, où elles nous ramènent cette sensation de réalité, finalement. On replace le spectateur dans « ça a vraiment existé, regardez, ce sont des images d'archives », mais quand on va dans le présent du film, quand on va dans les images tournées, finalement, on retourne au cœur de la préoccupation de l'histoire. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. On peut applaudir Kevin et Cyril. Malheureusement. Et je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. Bonne soirée.